Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité sur Vox Africa. Le terroriste algérien Mokhtar Belmokhtar, qui a rallié Al-Qaïda au Maghreb islamique, a fait à nouveau parler de lui à Gao, au Mali. Le groupe armé dont il est à la tête a revendiqué l'attentat terroriste perpétré mercredi sur le site de regroupement des anciens rebelles et des membres des groupes armés pro-gouvernementaux qui formeront la prochaine armée malienne. Selon un dernier bilan officiel dressé par le président Ibrahim Boubacar Keïta, cette attaque à la voiture piégée a fait 60 morts et 115 blessés. L'attaque a été perpétrée par 5 kamikazes à bord d'un véhicule 4x4 qui ont forcé le portail du camp et qui se sont fait exploser à un moment où les forces et les autres parties signataires étaient regroupées pour saluer le drapeau national et aller en patrouille. Donc le moment a été bien choisi pour faire le maximum de victimes. Le bilan est élevé, malheureusement. Au moment où nous parlons, nous sommes à 47 morts et près d'une centaine de blessés, dont une quinzaine graves. Les ennemis du Mali ont frappé le Mali. Ils ne pouvaient pas accepter le succès unanimement reconnu du sommet France-Afrique tenu ici à Bamako. Il fallait tout faire pour ternir l'image du Mali. Que chacun sache que le Mali ne succombera pas au terrorisme, que le Mali ne succombera pas à la terreur. Nous allons continuer la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Nous allons continuer avec le mécanisme opérationnel de coordination. Mais dans le même temps, nous tirons tous les enseignements, toutes les leçons de ce qui est arrivé pour renforcer les mesures déjà prises pour sécuriser les personnes et les biens. D'après les éléments de l'enquête publiée par l'armée malienne, il y aurait eu au moins 5 kamikazes parmi les tués. Des informations qui tranchent avec celles publiées par Al-Qaïda qui a revendiqué l'attentat et qui ne cite qu'un seul auteur dans le communiqué publié par l'agence mauritanienne Al-Akhbar. Depuis l'annonce de l'attentat, les réactions de condamnation se sont multipliées à travers le monde pour dénoncer un acte de barbarie. En hommage aux victimes, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décrété un deuil national de 3 jours. Le bilan continue de s'alourdir suite au bombardement accidentel par l'armée nigériane d'un camp de déplacés mardi dans le nord-est du pays. Ce sont au moins 70 morts qui sont actuellement à déplorer et 2 jours après le drame, les opérations de secours se poursuivent encore dans la localité de Ran. Ran, ce refuge de près de 43 000 déplacés qui ont fui les exactions de Boko Haram. Après l'incident, le comité international de la Croix-Rouge a déployé un hélicoptère ainsi qu'une équipe chirurgicale dans cette localité du nord de l'état de Borno. La prise en charge des blessés est, elle, assurée par Médecins sans frontières. Par ailleurs, une enquête a été ouverte ce jeudi par l'armée de l'air nigériane. Objectif, déterminer les causes et les circonstances de cette attaque aérienne afin d'empêcher que cela ne se reproduise. Les hauts responsables membres du comité devront ensuite rendre leur rapport au plus tard le 2 février. Une liste de 20 témoins a déjà été établie. Pendant que j'attendais la distribution alimentaire, nous avons entendu le son d'un jet et les bombardements ont suivi. J'ai couru à la maison et j'ai cherché mes enfants. Je les ai trouvés chez mes voisins. Ils étaient tous les 2 blessés. Il faut s'assurer que le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'État de Borno feront tout pour s'occuper de ceux qui sont blessés. Et le président a ordonné de s'assurer que ce genre d'incidents malheureux ne se reproduisent pas. Hier, nous avons eu 9 blessés. Aujourd'hui, nous avons eu 27. Et le plus jeune est un bébé de 7 mois. C'est un bébé blessé au cou par des éclats d'obus. Les consultations se poursuivent en Côte d'Ivoire où une seconde vague de soulèvements par des gendarmes, des soldats, des gardiens de prison ainsi que des douaniers a éclaté dans plusieurs villes depuis mardi. Tirs en l'air, blocage du port autonome d'Abidjan et décès d'au moins 4 personnes. L'expression du mécontentement de ces nouveaux mutins a mené le gouvernement ivoirien à mettre en place un plan d'urgence.
Le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, a annoncé que des enquêtes étaient en cours afin de déterminer les responsabilités dans ces troubles de mardi et de mercredi. Du côté de la population, des témoins décrivent les faits commis au port d'Abidjan mercredi. Pas tirer sur quelqu'un, ils ont tiré en l'air, disperser la population. Ils ont dit aux gens de rentrer, nous sommes rentrés. En tout cas, c'est tout. Et maintenant, on est venu voir comment ça se passe au port. Sinon, nous, on habite la cité du port. Je suis à la cité du port, devant l'église Saint-Antoine. Vers les 10 heures, on était dans la cour et on a attendu les tirs. Donc, nous aussi, nous sommes sortis pour voir qui tire. J'étais assis dans le maquis, j'étais pop. Le dernier mouvement de colère était à l'ordre du jour du Conseil des ministres de mercredi. À son issue, 4 ministres ont fait le point avec la presse. Il s'agit du porte-parole du gouvernement, du ministre chargé de la Défense, du ministre de la Sécurité intérieure ainsi que du ministre de la Fonction publique. Le message du président ivoirien Alassane Ouattara a été transmis. Il a instruit le grand commandement de l'armée, de la gendarmerie et de la police, ainsi que le ministre de la Défense, d'initier des rencontres avec toutes les composantes des forces de défense et de sécurité du pays. Et pour assurer un retour au calme, le chef de l'État a également tenu à informer l'ensemble des agents mécontents qu'il ferait le nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, ainsi que pour construire des forces républicaines au service de la nation. Il est à noter que ces soldats, issus des ex-forces armées des Forces Nouvelles, FAFN, avaient été désignés pour participer à des opérations de sécurisation du processus de sortie de crise de 2007 à 2011. Durant toute cette période, ces soldats n'ont perçu ni prime, ni salaire, contrairement aux autres soldats. La question, c'est le retour au calme, le retour des militaires en caserne, la satisfaction, quand c'est justifié, des revendications qui, pour la plupart d'ailleurs, étaient prévues par la loi de programmation militaire. Donc un certain nombre de préoccupations concernant les conditions de vie des militaires, les revenus, le paiement des primes de mission et tout cela était prévu à être amélioré par la loi de programmation. Donc c'est ce qui va être fait maintenant. La situation peut être alarmante, mais ils peuvent nous faire confiance. Nous travaillons toutes les heures pour que le calme revienne définitivement. C'est des vrais problèmes que nous avons avec un corps qui est très sensible, qui sont donc les forces de sécurité et de défense. Donc il faut aborder, comme le ministre de la Défense l'a dit, ces questions-là avec beaucoup de prudence, beaucoup d'attention. C'est ce que nous faisons. Le mandat de Yahya Jammeh a officiellement expiré mercredi à minuit. Malgré tout, le chef d'État sortant de la Gambie occupait toujours son fauteuil présidentiel ce 19 janvier. De toutes parts, les tentatives de médiation de la dernière chance se multiplient pour sortir la Gambie de sa crise politique. Le président mauritanien s'est ainsi rendu mercredi après-midi à Banjul. Même si son pays n'est pas membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, actuellement en charge de la médiation de la crise gambienne, Mohamed Ould Abdelaziz a fait une proposition de sortie de crise à Yahya Jammeh. Les deux hommes qui entretiennent historiquement de très bons rapports diplomatiques se sont rencontrés avant que le chef de l'État mauritanien ne s'envole pour le Sénégal. Mohamed Ould Abdelaziz y a échangé avec le président Macky Sall et avec Adama Barrow avant de rentrer en Mauritanie. Autres interventions, celle d'un conseiller du président guinéen Alpha Condé, dépêché à Banjul. L'ancien ministre Tibou Camara est également le beau-frère de l'épouse de Yahya Jammeh. Enfin, le Maroc tente lui aussi de trouver une solution avec la Gambie, et ce depuis lundi. Fait surprenant, l'avocat de Yahya Jammeh a quant à lui fui la Gambie. Maître Edouard Gomez s'est réfugié au Sénégal voisin mardi. Il aurait reçu des menaces de proches du président sortant. Maître Gomez est l'avocat à l'origine de toutes les procédures lancées par Yahya Jammeh devant la Cour suprême gambienne. Et l'imbroglio grossit dans le cadre de la crise politique traversée par la Gambie. Mercredi, l'Assemblée nationale a annoncé le prolongement de 3 mois du mandat du président sortant Yahya Jammeh. Mais ce jeudi, le président élu à l'élection du 1er décembre a tout de même bien prêté serment. Compte tenu de cette situation confuse, c'est finalement depuis l'ambassade gambienne du Sénégal, à Dakar, qu'Adama Barrow a été intronisé. La cérémonie officielle s'est déroulée peu avant 17h locale. Le président de l'Ordre des avocats gambiens, Chérif Tambadou, ainsi que de nombreux responsables d'organisations internationales et régionales y ont assisté.
La prestation de serment a été diffusée par la télévision nationale, RTS, et retransmise sur plusieurs autres médias. C'est le jour que nous attendions depuis très longtemps, d'avoir le changement en Gambie. Donc je suis très content et très ému et enthousiaste. Et c'est un nouveau chapitre pour la Gambie. Diplomatie d'une part, force de l'autre. Pour résoudre le conflit politique gambien, toutes les solutions sont envisagées, y compris les militaires. C'est ce jeudi à 18h GMT que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté. Le projet de résolution présenté par le Sénégal vise à soutenir une possible intervention militaire des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, faire respecter la volonté du peuple que le président sortant gambien accepte de mener une transition pacifique et transmettre le pouvoir à Adama Barrow. Parmi les troupes de la CEDEAO, le Sénégal ainsi que le Nigeria se disent déjà prêtes à intervenir. De son côté, le Ghana a donné ce jeudi son accord pour déployer en Gambie 205 de ses militaires, si besoin. Côté gambien, le général Ousmane Badjie a quant à lui déclaré qu'il n'ordonnerait pas à ses hommes de résister si les troupes ouest-africaines intervenaient. Il aurait déclaré ne pas vouloir impliquer ses militaires dans un combat stupide et basé sur une dispute politique. Parmi les nombreuses voix qui s'élèvent pour réclamer le départ de Yahya Jammeh du pouvoir, il y a aussi celle de l'opposition gambienne. C'est pour éviter un bain de sang que le porte-parole de l'opposition a insisté pour que le président sortant respecte la volonté du peuple de céder le pouvoir. Nous demandons au président sortant d'accepter la volonté et le verdict du peuple. Un verdict raisonnable, un verdict constitutionnel. C'est ce que les Gambiens ont choisi et ce que les Gambiens espèrent voir leur leader respecter. Après l'annonce de l'état d'urgence, les Gambiens ont décidé de rester à la maison. Les commerces sont fermés. Ceux qui vivent au nord prennent des autobus et partent. Certains ont quitté le pays. Dans les médias sociaux, on dit qu'une guerre est sur le point de se produire. C'est important que tous les Gambiens connaissent les raisons pour lesquelles la coalition s'est lancée dans un débat électoral dans lequel elle était désavantagée. C'est que nous ne souhaitons pas arriver au pouvoir en marchant sur des morts, devant des propriétés détruites et en étant témoins d'un bain de sang. Nous espérons que le président sortant va épargner la Gambie et lui permettre d'éviter les troubles civils, les bains de sang, en concédant la défaite telle qu'il l'a fait lors de l'annonce initiale des résultats. Avançons toujours, ne reculez jamais. Merci. Les forces panafricaines de l'AMISOM sans leur contingent burundais en Somalie, la décision du gouvernement a été critiquée mercredi par le porte-parole du parti d'opposition UPRONA. Pour Tassien Sibomana, cette menace de retrait qui est motivée par un conflit sur les salaires des militaires ne serait rien d'autre que du chantage. Le gouvernement est en train plutôt de faire pression et sur l'Union africaine et sur l'Union européenne pour que le principe de faire payer les salaires des militaires via la Banque centrale soit sauvegardé. Le gouvernement n'a pas les moyens de rapatrier tous ces 5400 militaires et encore moins leur logistique. Ça, c'est un défi. Si c'est à l'initiative du gouvernement de faire rapatrier son contingent et leur matériel, il est dans l'impossibilité de trouver les moyens financiers pour le faire. Les autres militaires, plus ou moins 2400 militaires, espéraient ou espèrent encore faire la relève de la moitié du contingent qui se trouve déjà en Somalie. Non seulement vous mécontentez ceux qui seraient de retour précipitamment, mais vous contentez encore plus ceux qui espéraient prendre la relève pour tirer profit de leur présence en Somalie. Donc, toutes ces raisons confondues, cela nous prouve que cette lettre n'est pas une décision définitive du gouvernement burundais de retirer ses troupes en Somalie. Mais par contre, c'est un chantage qu'il fait sur l'Union africaine, sur l'Union européenne, sous forme de pression. Si l'Union européenne et si l'Union africaine ne cèdent pas, le gouvernement sera obligé de revenir sur sa décision qui, comme je l'ai dit, n'est pas encore définitive. Parce qu'il y perdrait énormément, et politiquement, et sécuritairement, et socialement, si
il advenait que ce contingent soit retiré. 2 jours après l'annonce du retrait de Somalie des troupes burundaises de la MISOM, un hommage a été rendu aux soldats du Burundi morts en Somalie. Le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine était au Burundi mercredi. Smaïl Chergui a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe des militaires décédés. Je pense que c'est le minimum et nous continuerons à fleurir leur mémoire et à nous rappeler de ce geste suprême qu'ils ont fait pour la Somalie, mais pour l'Afrique tout entière. La participation du Burundi dans la MISOM a contribué à la paix, non seulement en Somalie, mais aussi pour la région dans laquelle se trouve la Somalie, mais aussi pour le monde dans l'ensemble. Au sud du continent, un autre hommage. Une veillée aux chandelles a été organisée à Johannesburg en l'honneur d'un journaliste kidnappé en Syrie. Le Sud-Africain Shiraz Mohamed ainsi que 2 employés de l'organisation caritative Gift of the Givers, pour laquelle le photojournaliste était en mission, ont été enlevés mardi. La manifestation tenue le lendemain dans la métropole sud-africaine avait notamment pour objectif de réclamer leur libération. Depuis qu'il a été kidnappé, à Gift of the Givers, nous avons formé nos équipes en Syrie. Nous utilisons toutes nos ressources pour retrouver Shiraz, mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune information sur le groupe qui détient Shiraz, sur les raisons de son enlèvement ou sur une demande ou quoi que ce soit que nous devrions faire. Nous ne savons rien de cela. C'est un risque habituel, je veux dire, si vous allez couvrir une guerre civile. La Syrie fait de gros titres depuis 2012 et c'est une zone de guerre volatile où nous travaillons là où est notre hôpital. Beaucoup de journalistes et de médecins entrent et sortent et c'est simplement un manque de chance ce qui est arrivé à Shiraz. Et nous prions et espérons tout simplement qu'il rentre à la maison en sécurité. Au Zimbabwe, la hausse des tarifs de l'Internet mobile interroge. Outre le prix exorbitant, ce sont surtout les motivations supposées derrière cette inflation qui agace la population. Pour les adversaires du président Robert Mugabe, cette mesure reflète une volonté du pouvoir de museler les réseaux sociaux ainsi que de réprimer l'opposition, au moins jusqu'à l'élection présidentielle en 2018. Les consommateurs doivent maintenant dépenser plus pour se connecter et communiquer. Et cela va devenir un paramètre à prendre en compte dans les budgets mensuels. Ils devront choisir entre acheter du crédit Internet ou du crédit téléphonique. $30 pour 1 giga de données, c'est astronomique. On est l'un des pays où les tarifs sont les plus élevés de la région et je pense qu'on sera second derrière le Soudan du Sud. Ça en arrive à ce qu'ils essaient de mettre un frein à l'utilisation des réseaux sociaux et les contrôler jusqu'aux élections de 2018. Au nord du continent, plus de 80 djihadistes ont été tués mercredi soir en Libye. Selon le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, ce sont des frappes américaines qui ont permis cette attaque contre le groupe État islamique. M. Carter a également précisé que parmi les djihadistes tués figuraient des personnes en train de planifier activement des opérations en Europe ou encore en lien avec des attaques qui ont eu lieu en Europe. Une centaine de bombes et de missiles auraient été utilisés pour mener cet assaut qui a atteint 2 camps de djihadistes situés à environ 45 km au sud-ouest de Sirte. En Tunisie, un changement de législation sur le cannabis est à l'étude. Les appels se multiplient pour que la controversée loi 52 soit amendée. De la société civile au chef de l'État, la refonte de cette loi est d'un grand enjeu. Chaque année, elle mène en prison des milliers de jeunes consommateurs de Zatla, comme est nommée la substance en Tunisie, des consommateurs parfois même occasionnels. Nous avons un projet de loi adopté en Conseil des ministres le 30 décembre 2015 qui a été finalement devant la commission a été largement modifié par une navette avec le ministère de la Justice. Aujourd'hui, il y a une version qui réprimente fortement le consommateur de Zatla ou de cannabis et finalement nous n'allons pas nous laisser faire parce que si cette loi passe, nous aurons une loi 52 bis. La version actuelle est capable d'être améliorée parce qu'elle est encore en discussion en commission, donc ce qui va en sortir sera certainement différent de ce qui est dans le draft. Et deuxièmement, lors de la plénière, il y aura certainement des propositions d'amendement
qui donneront les derniers traits de cette loi. Donc ne condamnons pas une loi qui a des ambitions de réformer et d'améliorer ce qui existe déjà. Regardons l'avenir et c'est le plus important. Aujourd'hui, il y a une réalité qui nous impose de vraiment traiter ce phénomène avec beaucoup de philosophie et beaucoup de responsabilité. Et c'est le plus important, c'est que l'État aujourd'hui est conscient qu'il y a un problème et qu'il faut résoudre ce problème, pas seulement pour vider les prisons, mais pour résoudre le problème de ces jeunes. Des adieux émouvants au peuple américain. Barack Obama s'apprête à quitter le pouvoir après 8 ans à la Maison-Blanche. Yes, we can. Yes, we did. En 2008, ce sénateur de 47 ans, encore peu connu, remporte la primaire démocrate. Sa victoire face au candidat républicain John McCain fait de lui le premier président afro-américain des États-Unis. C'est un grand moment de l'histoire. Elle signifie, si nous pouvons devenir président, nous pouvons devenir généraux de l'armée ou président de Harvard. Il n'y a aucun poste en Amérique qui ne soit pas pour nous. Obama prend ses fonctions après une crise économique majeure et présente un plan de relance de près de 800 milliards de dollars. Le taux de chômage est aujourd'hui à moins de 5%, son plus bas niveau en 9 ans. Une réforme historique à son actif, celle de la couverture maladie ou Obamacare en 2010. Mais son abrogation par le Sénat a commencé avant même l'investiture de Donald Trump. Vous allez être très fiers de ce que nous allons faire de la couverture maladie. Obamacare est un désastre total. Prix Nobel de la paix en 2009, son bilan est très contrasté en la matière. D'un côté, le retrait des troupes d'Irak et d'Afghanistan, de l'autre, sa passivité sur la Syrie et un bourbier en héritage pour le futur président. Quand le Congrès passe aux mains des républicains, c'est le bras de fer. Obama doit renoncer au contrôle des armes à feu, même s'il signe plusieurs décrets en ce sens. Et c'est par décret, là encore, qu'il impose les nouvelles relations avec Cuba et la régularisation de certains migrants. Quant à la fermeture de Guantanamo, promesse non tenue. Une tornade de vent contraire l'a empêché de faire quoi que ce soit. Nous n'avions jamais vu une telle guerre des clans. Il a souvent été critiqué pour ne pas travailler assez avec ce Congrès. La COP21 est l'occasion de remettre les États-Unis sur le devant de la scène internationale, de même que l'accord sur le nucléaire iranien. Mais à l'intérieur du pays, les tensions, en particulier raciales, restent très fortes. Et c'est un appel à l'unité du pays que Barack Obama lance en guise de revoir. En football, la Tunisie se relance à la CAN 2017 au Gabon. Les Aigles de Carthage ont battu l'Algérie 2-1 jeudi après-midi à Franceville. Battus dimanche dernier contre le Sénégal, les Tunisiens comptent désormais 3 points. Toujours dans le groupe B, le Zimbabwe et le Sénégal s'affrontent depuis 19h GMT ce jeudi. Sadio Mané et les Lions de la Teranga ont besoin d'une victoire pour prendre la première place et se qualifier directement pour les quarts de finale. Les sélectionneurs des deux équipes s'exprimaient mercredi en conférence de presse d'avant-match. Sous-estimer une équipe serait vraiment une faute professionnelle de notre part. Mais on ne surestime personne. Nous connaissons notre qualité, nous connaissons notre équipe. Et nous avons à cœur, en tout cas, de passer ce premier cours parce que notre peuple en a besoin, notre football en a besoin. Donc nous représentons ce peuple-là, nous représentons ce football-là. Donc demain, je pense que tous les Sénégalais seront en tout cas derrière leur télé pour supporter leur Lion. Le match du Zimbabwe va être très difficile. S'ils se prennent pour les favoris, c'est bien pour eux. Nous, on sait ce qu'on est. On est là pour passer ce tour. On va tout faire pour ça. Après, voilà, que ça soit favori ou pas, nous, on est concentrés sur l'autre match. On veut gagner ce match. Après, il se passera ce qui se passera. Mais le plus important, c'est que... Merci. C'est que nous, on prépare bien ce match et qu'au niveau de l'état d'esprit et du contenu, on soit présent. On fera tout ça pour que ça se passe bien. Oui, nous sommes toujours les favoris. Nous sommes favoris. Je n'évoquerai pas les qualités du Sénégal. Je ne vais pas avancer les qualités du Sénégal. Comment ils jouent? Tout ce que je peux dire, c'est peut-être parler de l'équipe du Zimbabwe. Le Zimbabwe va sur le terrain pour jouer, pour gagner. Nous n'allons pas perdre. Nous devons gagner. Et c'est le message que je fais passer à mes garçons. Allons-y et gagnons.
Kama Bilat peut peut-être devenir l'un des meilleurs joueurs locaux africains. Il est rapide et aussi très confiant, il a du talent. C'est dommage qu'il joue encore en Afrique. On aurait peut-être dû le voir jouer en dehors de l'Afrique, dans ces ligues. Le garçon est très talentueux et nous espérons qu'il fera la même chose tout au long du tournoi. Mercredi, toujours à la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a battu la Guinée-Bissau 2-1 et envisage déjà la qualification. Les Lions indomptables étaient pourtant menés à la mi-temps par une équipe sans complexe et qui a marqué un joli but par Piketty. Les changements effectués par le coach Hugo Bross ont permis au Cameroun de revenir grâce à Sébastien Siani et à Michael Gande. Avec 4 points, les Lions vont ensuite rencontrer ce dimanche le Gabon. Un Gabon qui a fait nul contre le Burkina Faso mercredi à Libreville, 1-1. Préjus Nakoulma avait ouvert le score pour les étalons et le capitaine des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang, avait lui égalisé sur pénalty. Le premier mi-temps, j'ai pas reconnu mon équipe. On n'était pas digne d'être appelé le lion indomptable, c'était plutôt le lion domptable. J'ai jamais vu l'équipe si faible comme le premier mi-temps. Il n'y avait pas de combativité. Et je pense que le deuxième mi-temps, on a vraiment fait la pression sur cette équipe de Guinée-Bissau. Et je pense aussi qu'on mérite de gagner ce match, surtout et seul sur ce deuxième mi-temps. On sait très bien que le match de dimanche contre le Gabon, qui doit gagner, donc va être difficile. Mais de l'autre côté, je pense que ce serait une très grande erreur dimanche de jouer pour un point. Relativamente ao jogo, penso que a minha equipa teve muitíssimo bem na primeira parte, no qual fizemos um golo, podíamos ter feito 2, não calhou. Na segunda parte, portanto, entramos, serem pressionados, queríamos ter a bola, não conseguimos ter a bola, mas penso que ainda falta o último jogo, temos ainda um jogo para disputar, tudo está aberto para nós. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.